Bonjour, je m'appelle Emeline et je vous souhaite la bienvenue sur Cross Culturel. Ici, vous entendrez des témoignages, des faits divers et puis des histoires, tout simplement, en lien avec les différences culturelles. Si cette thématique vous intéresse, pensez à vous abonner, comme ça vous recevrez une notification quand je sortirai de nouveaux épisodes. Aujourd'hui, je vous partage la dernière partie de mon échange avec Jean-Charles Letellier. Pour ce 15e épisode de Cross Culturel, Jean-Charles nous partage ses meilleurs conseils pour tout entrepreneur qui souhaite vendre ses produits en Chine. On va parler de Guanxi, c'est-à-dire du phénomène de réseau en Chine, mais on va aussi parler des repas d'affaires et des erreurs à ne pas commettre. Est-ce que tu peux nous raconter comment toi tu as fait pour trouver les premiers partenaires avec lesquels tu as travaillé? Est-ce que naturellement, de par tes expériences passées, tu avais déjà des contacts et donc tu les as mobilisés pour ton business, ou est-ce que tu as fait différemment? Mais le plus simple pour rencontrer des prospects ou des clients en Chine, je pense pour un étranger, c'est tout simplement d'aller dans les salons professionnels. Donc en tant que participant, vous allez avoir un petit stand ou en fonction de vos moyens un grand stand et vous allez rencontrer vos partenaires sur place. C'est pour moi la meilleure approche dans un premier temps. Parce que si vous n'avez pas de connaissances, vous n'avez pas de réseau, comme on appelle le guanxi en chinois, ça va être très dur pour vous d'aller percer le marché. Et lors d'un salon, vous allez notamment avoir des cartes de visite, vous allez avoir un certain nombre de personnes qui vont passer sur votre stand, qui vont pour certains vous donner un feedback tout de suite sur vos produits. Et c'est pour ça, préparez bien aussi votre liste de prix, parce que soyez en cohérence par rapport à ce qui se fait en Chine, parce que si vous vendez quelque chose qui est beaucoup plus cher par rapport au marché, vous allez être décalé et les Chinois ne vont pas du tout avoir d'intérêt à votre produit ou service. Donc vraiment, pour moi, la meilleure des choses, c'est les salons. Après, vous pouvez aussi adhérer à des clubs au niveau des CCI, par exemple, hein, les chambres de commerce et d'industrie. Dans les différentes villes comme Pékin, Shanghai, il y en a pour les entrepreneurs. Bien sûr, bon après, il y a d'autres moyens, mais pour moi, c'était vraiment les salons. Et c'est là que je rencontre tous mes clients chaque année au même endroit. Et après, ben, j'organise mes propres tournées commerciales dans le pays. Ça se fait aussi souvent de faire de la prospection pure, hein, attention, mais le problème de la Chine, c'est de trouver les bonnes informations sur Internet, puisque Google n'existe pas. Donc le moteur de recherche, c'est Baidu. Et sur Baidu, on ne trouve pas toutes les coordonnées des petites entreprises, des moyennes. Les grandes, on va les trouver sans trop de problèmes, mais les moyennes, c'est plus délicat. Donc si on n'a pas ce réseau, encore une fois, qu'on se développe au fur et à mesure des années, et puis le fait d'aller une fois dans un salon, une deuxième fois dans un autre salon, d'aller manger avec vos partenaires, d'aller passer du temps avec eux, et bien ça va vous ouvrir d'autres portes. Et c'est le business de réseau finalement qui se met en place. Ça prend du temps. On ne fait pas ça en un séjour ou deux, ça prend quelques années quand même. Oui, c'est tout ce qui est lié au Guanxi, donc aux relations en Chine. Tu peux nous en dire un peu plus sur quels seraient tes conseils? Parce que c'est vrai que pour nous, c'est quand même assez éloigné. On a quand même un système de réseau en France, hein. Le réseau, c'est important, on le sait très bien. Il y a le système des grandes écoles, etc., qui fait qu'il y a des réseaux qui se créent. Mais en Chine, je pense que ça prend une autre dimension. Comment est-ce qu'on fait pour entretenir ces Guanxi en Chine? Est-ce que tu aurais des conseils Ben, je pense que le meilleur moyen d'entretenir ces guanxi en Chine, c'est d'être résistant à l'alcool. C'est-à-dire ben, tout simplement participer à plein d'événements. En réalité, c'est un peu comme en France, on l'a dit tout à l'heure. Simplement, le réseau en Chine, il est prépondérant. C'est-à-dire que il suffit que vous connaissiez une personne qui va vous débloquer votre situation très très vite. Alors en France aussi, mais beaucoup moins. On peut s'en sortir, même si on ne connaît pas les personnes, parce qu'on peut les trouver sur Internet, on peut les appeler facilement. Il n'y a pas cette difficulté de se mettre en relation avec quelqu'un qu'on ne connaît pas. En Chine, quand on ne connaît pas la personne qui a un certain pouvoir ou qui a une certaine influence, si on n'est pas dans son réseau, on n'a aucune chance, mais je dis bien aucune chance d'être en contact ou en relation avec elle. Hmm. Donc le seul moyen, c'est de se faire introduire par d'autres personnes aussi, c'est ce qu'on fait en Chine, mais il faut des personnes qui soient en mesure de le faire. Donc participer à des événements de dégustation, à des événements médiatiques.
être proche aussi des médias aussi en Chine, être proche des entrepreneurs influents, tout simplement des grandes entreprises, participer à plein de soirées. Donc il faut effectivement ce qu'on appelle biseauter, enfin faire du réseau, c'est aussi ça, on le fait aussi en France, Ouais. dans tous les clubs. Je sais qu'en France, il y a un club qui est assez important, qui est le Chinese Business Club, qui a été Oui. créé il n'y a pas si longtemps que ça, et qui réunit un certain nombre d'entrepreneurs et autres artistes qui viennent de tout horizon. Et en fait, c'est simplement ça, le réseau, c'est cultiver les relations avec les autres qui vont nous apporter à un moment donné, je vous apporte telle relation, eh bien qu'est-ce que vous pouvez m'apporter en échange? Et le meilleur moyen de le faire, c'est pas en restant ni chez soi, ni en faisant des visios, c'est vraiment d'aller au contact. Ouais. Donc c'est vraiment la chance que les businessmen ont. Pourquoi les businessmen ont souvent des bons réseaux? Parce qu'ils sont souvent en déplacement, souvent dans les événements de networking, Mm. voilà, même avec la communauté même française aussi qui est assez active. Donc il faut vraiment être actif et les Chinois adorent ça. Les Chinois adorent se mettre aussi en valeur devant tout le monde et présenter leurs produits, leurs marques. Ils ont une certaine fierté aujourd'hui, hein, bien sûr, Mm. même avant, mais d'autant plus maintenant. Ouais. C'est Donc c'est si je devrais résumer, en fait, finalement, c'est saisir toutes les opportunités qu'on peut avoir pour aller à la rencontre des personnes, pour aller à des événements ensemble et pour créer du lien finalement. Puisque là où on a LinkedIn en France et où même si on ne connaît pas trop de personnes en commun, si on propose un bon projet à quelqu'un, on se connecte sur LinkedIn et on arrive quand même à créer quelque chose. C'est un peu ce qui nous est arrivé tout quand à je t'ai fait. contacté. Tout à fait. En Chine, c'est plus complexe. Il faut vraiment avoir des personnes en commun dans notre réseau pour pouvoir accéder au contact. Exactement. Si on cherche à contacter des personnes vraiment très influentes, on n'a quasiment aucune chance, à Ouais. moins de vraiment de se faire introduire. En France, on peut quand même y arriver de manière plus simple, hein. On parlait de LinkedIn tout à l'heure, qui est un très bon réseau professionnel. Mais en Chine, bon, il y a WeChat. Et WeChat aussi, Mm. c'est quand même très. Bon, il n'y a pas que WeChat, il y a Xiaohongshu, il y a plein Oui, bien d'autres sûr. Réseau. plateformes qui sont très importantes. Mais oui, il faut se montrer. Il faut se montrer, il faut aller rencontrer les gens, il faut aller contacter et passer du temps avec eux. Et en fait, ce que moi j'ai compris, c'est que pour bien réussir du business avec la Chine, c'est que il faut vraiment qu'on apporte de la valeur à la personne avec qui on veut travailler avec. Si on n'a rien à apporter, finalement, c'est un peu triste de dire ça, hein, mais c'est un peu le côté opportuniste. C'est finalement, si on n'a rien à apporter, eh bien, la personne ne va pas vouloir rester en contact avec vous parce que on va pas perdre de temps. Ouais. Si par contre vous allez apporter peut-être une opportunité de dingue et en contrepartie, ben, vous pouvez échanger les services, là oui, vous pouvez avancer ensemble. C'est un peu le cas aussi en France, mais Oui. peut-être un peu moins. Un peu moins. Oui, c'est vraiment des situations de win-win, quoi. C'est vraiment une Mm. situation de win-win. C'est Ouais. vraiment ça qu'il faudrait peut-être retenir dans le côté business, c'est que le côté opportuniste est très important en Chine, chez les businessmen d'autant plus. Et ils font très attention à quelle va être ma marge. On fait vraiment attention à combien je peux vendre le produit parce qu'ils sont très friands de ça. Et c'est pour ça que c'est des bons négociateurs. On n'en a pas trop parlé jusqu'à présent, mais les Chinois négocient très bien. C'est extrêmement dur de négocier avec un Chinois. Pourquoi? Parce que il va vous dire des choses qui vont vous décontenancer, qui vont vous sortir de votre zone de confort et vous savez pas quoi répondre parfois. Parfois, c'est mieux de ne même pas répondre ou de laisser parfois un silence, Mm. attendre un peu, de réfléchir ou de répondre plus tard. Parce qu'on peut être tenté de vouloir vendre un produit à un prix dégradé pour se dire bah, si je vends pas, mince, je vais revenir en France, j'aurai pas de commande, ça va être mal perçu. Mais en fait, vous avez dégradé la marge du produit. Lui, il a fait une super affaire. Vous êtes semi-content et c'est pas ce que je recommande. Vraiment, Ouais. faut que ça soit vraiment équitable aussi. Attention, hein, ils vont vous tester, les Chinois. Ils sont très forts pour ça. Depuis le primaire, ils vont aller négocier sur les marchés. Donc pour eux, la négociation, c'est un acte qui est quasiment quotidien. Nous, on le fait un peu sur les marchés, bien sûr, mais on n'ose pas trop. On se dit, mince, si je négocie un peu, il va peut-être penser que je veux pas trop dépenser ou autre. Donc c'est quelque chose qui est peut-être un peu moins bien perçu chez nous. Et là-bas, non, pas du tout. Au contraire, Mm. on tente jusqu'où c'est possible, dans la limite du raisonnable. Et après, ça se passe bien. Mais il faut qu'il y ait un intérêt. Il faut que Ouais. le client soit vraiment intéressé par votre produit ou service, qu'il y gagne en fin de compte. Ouais. C'est bien plus que, je dirais, en France.
Ça existe aussi, hein, bien Oui, bien évidemment, sûr. mais Mais moins, quand j'ai même. l'impression un peu moins. Mm. C'est vraiment... Mais c'est intéressant parce que du coup, ils aiment négocier. Ils vont pas hésiter, parfois, tu le disais, à dire des choses qui vont nous perturber. Mais du coup, croisé à la notion de face, euh, finalement, là, dans ce c'est contexte un jeu. précis de la négociation, c'est pas considéré comme faire perdre la face à son interlocuteur que de le mettre dans une situation où il est un peu mal à l'aise. C'est un jeu, effectivement, on rentre dans un contexte où là, c'est la négociation qui a vraiment commencé. Mm. Et je dirais presque tous les coups sont permis. Donc, il faut rester calme, hein. Il faut vraiment rester calme, ne pas aller dans les extrêmes. Alors, quand je dis dans les extrêmes, c'est au niveau de l'émotion, au niveau des actions, ne pas hausser le ton, ne pas crier, ne pas, bien sûr, dire de mauvaises paroles. Oui, Ça paraît évident quand je le dis comme ça. Mais ça peut être c'est important. difficile à gérer en Mm. situation réelle sur quelqu'un qui va vous dire, peut-être vous reprocher votre produit ou un service que vous avez fait. Bon, Mhm. c'est pas toujours évident de rester professionnel et calme. Donc là, surtout, bien sûr, il faut rester zen, prendre son souffle, répondre de manière tout à fait naturelle, et puis, bien sûr, savoir où on veut aller. Bon, bah là, au niveau des prix, ben, on a peut-être une grille tarifaire, on peut aller jusqu'à tel niveau. On sait qu'on ne pourra pas aller plus loin et on le dit. À partir de ce niveau-là, je ne pourrai plus négocier. Moi, j'ai plus de marge de manœuvre. Mm. Et d'ailleurs, moi, je suis là pour gagner, et vous aussi. Donc, si on le fait ensemble, ça ira très bien. Mais si vous me demandez trop bas, je préfère qu'on arrête là. C'est pas la Ouais. peine. Et je pense que le fait d'avoir un discours naturel, mais tout à fait franc et transparent, c'est quelque chose qui est bien en Chine, hein, bien évidemment. Il y a un truc qu'il faut pas trop faire, ce que j'ai pu constater, c'est le fait de pas dire des noms trop brutaux. Mm. C'est-à-dire, quelqu'un va vous demander quelque chose, pour les premières fois, vous savez pas si vous devez dire oui, est-ce que ça sera bien perçu, mal perçu, ou non, qu'est-ce qui va se passer. Eh bien, moi, ce que je recommande, c'est de dire, bah, écoute, quand on n'est pas sûr, on verra. On Mm. verra, ça nous laisse le temps de réfléchir. Parce que si on dit un oui, mais finalement on le fait à contre-cœur, ben, ça va nous retomber dessus, on ne sera pas content. Et, voilà. Et si on dit non, non, comme on a l'habitude de dire en France, hein, non, je ne ferai pas ça, je n'ai pas envie de travailler de cette manière, non et non, et bien là, ça va tout de suite les décontenancer pour certains d'entre eux. Après, dans le business, il y en a qui sont habitués à l'entendre, mais vraiment ce côté brutal, un peu, pas violent, mais on va dire agressif que nous on a en France, évitons de le faire, essayons de trouver une harmonie ou un Mm. équilibre entre les parties. C'est- Ouais. Ça, c'est important quand même à prendre en compte. Combien de temps tu dirais qu'il y a entre le moment où on va rencontrer son prospect et le moment où on a une chance de signer le contrat après toute ce cérémonial entre guillemets de créer du lien, se voir après le travail, négocier le contrat, etc. C'est très variable. C'est très variable parce que ça dépend vraiment d'une part du besoin du client. Est-ce que c'est un besoin urgent ou pas urgent? Mm. Si effectivement c'est un besoin urgent, on a beaucoup plus de chances d'activer bien la commande. Mais globalement, pour quelqu'un qui va pour la première fois en Chine avec ses produits, on parle de produits qui soient de bonne qualité, un peu différenciants et qui apportent une valeur, un bénéfice au client. Je dirais qu'il faut quelques voyages, hein. Il faut peut-être un, deux, trois voyages parfois pour juste avoir une commande. En réalité, l'oral a toujours prédominé en Chine par rapport au contrat. C'est-à-dire qu'on va discuter, on va échanger un peu parfois de tout, de rien, parfois c'est juste du personnel, parfois c'est du professionnel. Et le contrat vraiment arrive, c'est un processus final, c'est l'accomplissement finalement de la discussion. Tandis qu'en France, effectivement, le contrat, on commence par le contrat, on discute des éléments dès le départ. Une fois que le contrat est plié en France, on n'y revient plus. Mm, C'est mm. fini. Les choses ont été écrites et on met ça de côté. En Chine, eh bien, c'est le début d'une relation. On commence seulement à développer le courant d'affaires avec la personne, le client, et en réalité, le contrat peut évoluer au fil du temps. Donc un contrat n'est jamais figé, surtout avec la Chine. Mais je dirais que le contrat, pour le chinois, c'est pas ce qui est le plus important. Pour le français, oui, parce que ça permet de concrétiser quelque chose, d'avoir quelque chose de concret. Mais en réalité, il suffit juste d'avoir son accord oral. Et globalement, je n'ai jamais eu aucun problème avec un client chinois qui m'ait dit, voilà, je passe la commande, il n'est jamais revenu en arrière. Enfin, globalement, quand le produit a été validé, avec les volumes, les prix, les conditions de paiement, les délais de livraison,
globalement, le chinois ne revient pas en arrière. Et pareil, j'ai jamais eu de problème de paiement vis-à-vis des clients chinois parce qu'ils payent toujours. Ça peut arriver dans certains cas sur des gros montants, ils ont des difficultés. Bon, alors, parfois la difficulté de certains clients chinois, c'est qu'ils vont pas vous dire qu'ils ont des grosses difficultés de paiement en ce moment parce que c'est toujours ce problème de face. Donc on vous dit rien, on vous laisse un peu dans l'expectative. Et si vous creusez pas un peu, eh bien, vous vous dites, mais attendez, il devait payer, il paye pas, ça fait un petit moment, qu'est-ce qui se passe? Eh bien, il faut juste le laisser, faut creuser un peu et lui demander pourquoi cette situation. Une fois qu'on a compris, on le laisse gérer et généralement, ils sont assez réactifs, hein. Enfin, Et quand on leur demande pourquoi, ils sont directs, ils arrivent à exprimer le des fois pourquoi oui, de des fois non. façon... C'est vraiment Ouais. très variable. Encore une fois, ça dépend vraiment. Euh, Même de mes clients que je connais depuis plus de 10 ans, pour certains d'entre eux, je leur demande, bah, tiens, est-ce qu'il te reste encore un petit peu de stock de telle marchandise? C'est juste pour moi savoir si il y en a encore beaucoup, enfin, comment je peux m'organiser. Eh ben, ils vont pas me répondre. Ils ne vont pas me répondre. Donc leurs affaires, c'est leurs affaires. Leur D'accord. business, c'est leur business. Alors parfois oui, mais c'est rare quand même qu'on m'ait dit, ah ben tiens, il reste effectivement tel produit, telle quantité. Alors parce qu'ils se disent, mince, si je dis vraiment les choses, il va penser que j'ai pas bien vendu le produit. Donc il y a ce problème de face, encore une fois, qui est là. Mm. Donc vraiment, tout revient à ça. Bien sûr, il y a des clients qui vont vous dire ce qu'il en est, hein. Bien évidemment, je ne suis pas en train de généraliser, mais globalement, moi, ce que j'ai vécu, c'était un peu ça. Et s'il y a une vraie problématique, mais que tu n'arrives pas à obtenir de réponse, comment est-ce que tu fais? Alors, c'est problématique. C'est problématique. En fait, en Chine, une non-réponse, c'est une réponse. Ouais. C'est-à-dire que je dis à mes partenaires, quand un client chinois ne veut pas vous répondre, il y a plusieurs solutions. Enfin plusieurs hypothèses. Soit il n'est pas intéressé par votre produit, vous êtes trop cher, ou il a trop de stock, ou ça ne va pas. Soit il est intéressé, mais il fait semblant de ne pas l'être pour feindre l'indifférence et puis vous mettre dans l'expectative. Soit tout simplement il a d'autres choses en tête, il est en déplacement. Ce que j'ai pensé souvent, c'est que beaucoup de mes clients chinois, quand ils sont en déplacement, ils ont du mal à tout gérer. Ils me disent, oh, je suis en déplacement, rappelle-moi dans 15 jours. Mais je dis, mais moi, quand je suis en déplacement, je gère mon activité aussi. Enfin, je regarde mes mails, je réponds. Et ah oui, mais nous, bon, parce que le pro, enfin, je dirais la vie pro et perso, tout est mélangé. Mm. Donc, un client chinois qui va venir en France pour 15 jours, on va dire, allez, une semaine, il va venir à Paris, et bien, le matin, il va aller voir ses fournisseurs, l'après-midi, il va aller à la Tour Eiffel, il va aller à Versailles, etc. Il va en profiter, parfois Ouais. même avec ses enfants, sa famille. Donc tout est mélangé. Nous, c'est quelque chose qu'on ne fait pas du tout en France. Ouais. On mélange bien vie pro et vie perso. Enfin, on essaye de le ne pas faire. mélanger, ouais. On ne donne pas mélanger. Ouais. Oui, c'est assez intéressant de voir que finalement, nous, quand on prévoit un voyage d'affaires, on se dit pas « Ah bah tiens, viens en même temps, et puis comme ça, dès que j'ai un petit créneau, on va voir tel monument. » C'est vrai qu'on a quand même tendance à faire la différence. On parlait des contrats à l'instant. Quelque chose qui est assez connu, et je ne sais pas si c'est vrai, c'est que les Chinois sont très attentifs aux chiffres qui sont utilisés sur les contrats. Est-ce que toi, quand tu prépares tes contrats, tu fais attention à ce qu'il n'y ait pas certains chiffres? On sait que le chiffre 4, par exemple, ça symbolise la mort parce que la prononciation du chiffre 4 en chinois, c'est « se », et donc c'est la même prononciation que la mort. Donc on sait très bien qu'il y a des chiffres comme ça qu'il ne faut pas utiliser. Est-ce que toi, tu fais attention à ça quand tu prépares tes contrats? Alors, dans les contrats, non. Dans les contrats, non. Mais par exemple, moi, ce que je dis souvent à mes partenaires, c'est que quand vous présentez un produit marketing, que ce soit un produit, un vin, un champagne, un spiritueux ou tout type de produit, effectivement, il y a certains chiffres que vous ne devez pas mettre. Tu viens d'en parler, le chiffre 4 est à bannir complètement, puisqu'il est synonyme de la mort pour les Chinois. Par contre, privilégier certains chiffres comme le chiffre 8 que vous connaissez, ou le chiffre 6 également, qui peut être vraiment très bien perçu. C'est des petites choses, finalement, mais qui, pour le consommateur final, va signifier beaucoup. Et je me rappellerai toujours quand je voyageais pas mal en Chine, alors pas certains taxis, mais certains clients fortunés ont sur leur plaque de voiture minéralogique, on a la possibilité en Chine, pour ceux qui ont un peu de moyens, de choisir les chiffres de sa plaque minéralogique. Ah. Donc je voyais, par exemple, certaines plaques, oui, il y en avait 8 chiffres 8, ce qui est extrêmement rare, parce que ça coûte extrêmement cher, mais voilà, ça existe, ou les chiffres 6, par exemple.
Donc ça se fait, oui. Dans les contrats, non, parce qu'un contrat, ça reste quand même professionnel. Et non, mais c'est juste pour finaliser, je dirais, l'acte commercial. Donc là, le contrat à présent, il est signé. Qu'est-ce que tu recommanderais d'offrir à ton partenaire alors, en guise de cadeau? Je ne sais pas si ça se fait d'ailleurs. Est-ce qu'on offre quelque chose à son partenaire La Chine est un pays du cadeau. Donc effectivement, quand on va en Chine, alors l'idéal, c'est de rapporter quelque chose dont on est originaire. Par exemple, moi, si je viens de la région Champagne, je vais toujours rapporter une bouteille de champagne ou alors des cadeaux associés à la région. Et ça va vraiment vous aider à développer votre activité. Alors, c'est des petits gestes, mais qui vont en signifier beaucoup pour la Chine. Et le côté cadeau, alors quand vous achetez un cadeau pour les Chinois, essayez de trouver vraiment un joli emballage. Voilà. Ils sont très sensibles à cet aspect-là. Voilà, essayez de mettre un peu d'effort là-dessus, mais ramenez tout simplement quelque chose de votre région à vous, locale, et je pense que c'est la meilleure des choses pour engager des bonnes relations avec eux. C'est ce qu'il y a de mieux. Oui, parce qu'en Chine, donc, la tradition veut qu'on n'ouvre pas le cadeau qui nous a été offert en direct. On va l'ouvrir un peu de son côté lorsqu'on arrivera chez nous. Mais alors du coup, dans le cas d'une bouteille, en France, la tradition veut que on nous offre une bouteille, donc on va souvent l'ouvrir pour le repas et la partager tous ensemble. Est-ce que en Chine, c'est aussi quelque chose qui se fait si par exemple, on a offert une bouteille de champagne, est-ce que la personne va l'ouvrir tout de suite ou est-ce que Pas du tout. En non? Chine, ils vont pas l'ouvrir du tout. Ils vont attendre d'être à huis clos à la maison pour regarder ou le consommer ou même le réoffrir. Parfois, ça se fait aussi, ils le réoffrent à d'autres personnes. Tout simplement pour cette question de face. On en revient toujours à ce concept qui est clé, c'est qu'on ne veut pas ouvrir un cadeau en face de la personne qui nous l'a offert, tout simplement parce que, admettons que le cadeau ne nous plaise pas, même si on fait semblant que ça nous plaît, et bien en réalité, voilà, les gestes, hein, l'émotion va ressortir et on va voir tout de suite qu'il y a un problème. Donc Ah. c'est toujours comme ça. Tout ce que j'ai pu constater en Chine, c'est on offre un cadeau, on est très reconnaissant, c'est toujours dans des beaux packaging, des superbes emballages, on le met de côté, on attend que la réunion se termine et on l'ouvre à l'extérieur. Donc, chose que l'on ne fait pas en France. En France, effectivement, on se doit d'ouvrir un cadeau. Quelqu'un vous offre quelque chose, il faut l'ouvrir tout de suite et regarder ensemble pour découvrir ce qu'il en est. Mais oui, de ce point de vue-là, ouais, les deux sociétés ont quelque chose assez différent. Écoute, je te remercie, c'est vraiment hyper intéressant. Tu nous as donné beaucoup de conseils sur la façon de gérer en Chine. Alors, si on m'écoutait, on ferait encore 3 heures d'interview, mais il faut qu'on termine. Alors, j'ai noté quelques questions des abonnés que j'ai sur Instagram. J'en ai sélectionné 2. La première, donc je te la lis. En 2010, de nombreux châteaux bordelais ont été rachetés par des investisseurs chinois. Après le Covid, ces domaines ont souvent été revendus en masse et parfois à très bas prix. Dirais-tu que les investisseurs chinois adoptent une approche plus pragmatique dans leurs affaires comparée à la France, où l'attachement à l'histoire familiale d'une entreprise est souvent plus fort? Alors oui, on en a parlé tout à l'heure, hein, les entrepreneurs chinois ont une approche beaucoup plus pragmatique que les entrepreneurs français. Ça, c'est oui, pour la première réponse. En 2010, effectivement, c'était le moment où la Chine achetait énormément de vin de France enfin de vin de Bordeaux, je dirais, en Chine, et les investisseurs chinois, principalement des grands groupes chinois, donc des conglomérats d'entreprises, qui forcément n'y connaissaient pas forcément dans le vignoble, enfin n'avaient pas forcément de connaissances particulières dans le vin, eh bien souhaitaient acheter un certain nombre de vignobles en France, notamment dans le Bordelais, pas que, mais principalement dans le Bordelais. Donc à cette période-là, il y a eu beaucoup d'entrepreneurs. On parle de Jack Ma, par exemple, hein, il est à la retraite maintenant, mais propriétaire d'Alibaba avant, et d'autres entrepreneurs qui ont acheté plein de châteaux pour tout simplement recevoir leurs clients, et quand ils font une escale en Europe, et de recevoir leurs clients directement dans un château, c'est quand même beaucoup plus agréable que de les recevoir dans des bureaux assez traditionnels. Et en fait, ces châteaux-là, ils ont été au début plutôt bien gérés, j'ai l'impression, mais au fil du temps, comme les Chinois ont une approche extrêmement pragmatique du business, ils pensaient que vendre du vin, c'est comme vendre tout autre produit. En réalité, le vin, c'est un produit qui met extrêmement longtemps déjà à être fait, enfin à être vinifié.
Et pour trouver des réseaux de distribution, pour vendre du vin, c'est pas si simple que ça en réalité. Donc ils ont passé beaucoup de temps, ces entrepreneurs-là, ou ceux qui ont pris les rênes de ça, à vendre. Mais pour certains d'entre eux, ils n'ont pas réussi en réalité. Donc ils ont acheté les vignobles à prix fort, très cher, et c'était pas du tout rentable. Pour la plupart d'entre eux, ils n'ont pas réussi à perdurer leur vignoble. Alors il y en a quelques-uns qui ont réussi, mais c'est quand même peanuts par rapport à la majorité. Et donc, ils ont été obligés de revendre certains de leurs châteaux ou leurs vignobles quelques années plus tard à des prix dégradés parce qu'ils pensaient simplement que vendre du vin, c'était comme vendre une voiture ou vendre autre chose. C'était pour eux très simple. On a un marché, un besoin, on a juste à envoyer la marchandise et la marge se fait. Sauf que la concurrence étant telle, même déjà à cette époque-là, que c'était beaucoup plus difficile de trouver des débouchés qu'ils pensaient réellement. Donc il y a eu effectivement, je pense, un mirage. Ils pensaient faire des super bonnes affaires et ils l'ont acheté tout simplement parce qu'ils voulaient avoir un statut social et puis avoir une attache en France. Mais ce n'étaient pas des châteaux qui étaient rentables. Ils n'étaient pas super bien organisés et je pense qu'ils avaient une approche pour le coup peut-être trop pragmatique. L'autre question qui avait été posée, ça rejoint un petit peu ce que tu viens de dire, c'est que le marché est très concurrentiel en Chine. Et pour autant, on sait que l'une des valeurs prédominantes des Chinois, c'est l'humilité. Comment on fait pour rester humble, tout en démontrant sa spécificité pour être suffisamment concurrentiel face aux autres sur le marché? C'est toute la difficulté, effectivement, parce qu'il faut à la fois montrer son expertise, son savoir-faire, tout en gardant cette humilité qui est extrêmement importante en Chine. Et ce que je recommande souvent, c'est que quand, par exemple, vous allez rencontrer un client potentiel ou un prospect potentiel, essayez de vous entourer de personnes, que ce soit des Chinois ou des personnes parlant le mandarin, qui vont vous introduire et qui vont vous présenter à la personne. Comme ça, ce n'est pas à vous de parler, c'est à la personne de vous présenter. Et de cette manière-là, vous n'avez pas l'impression d'être quelqu'un de prétentieux ou d'orgueilleux, puisque la personne vous introduit. C'est une bonne technique pour passer auprès des Chinois. Par contre, effectivement, ça ne peut pas arriver toujours comme ça. Vous êtes en face de votre client, il arrive, il faut bien présenter votre produit ou votre service. Donc, il faut rester naturel. Bien sûr, mettez en avant tous les avantages de votre produit ou service. Gardez-en un petit peu de côté parce que il ne faut pas tout dire non plus aux Chinois. Il faut leur dire ce qu'ils vont pouvoir gagner en termes de bénéfices, mais il faut en garder un petit peu sous le pied parce que quand les négociations vont arriver, là, ils vont vouloir négocier les prix, les conditions de paiement, etc. Donc, ils sont très durs là-dedans. Donc, pour garder cette humilité, il faut simplement soit se faire introduire par une personne, c'est le top. Sinon, eh bien, vous restez tout à fait naturel. Et peut-être un conseil que je pourrais donner pour les Français qui sont en Chine depuis longtemps ou pas, c'est ce que j'ai pu un peu constater, c'est qu'il y a beaucoup de Français qui sont trop je sais tout, j'ai des conseils à donner, le côté un petit peu prétentieux que j'ai pu voir. Et je trouve ça un peu dommage, vraiment dommageable. Et parfois même de mépriser certaines populations, c'est quelque chose que je déteste absolument. Donc vraiment, cette notion d'humilité est très importante. Attention à ne pas tomber dans les excès non plus, hein. Pas être trop humble non plus, parce qu'il faut quand même se montrer, rester professionnel, mais savoir aussi vendre son produit. On est là pour vendre, bien évidemment. C'est l'objet de la discussion. C'est pas facile. C'est un exercice extrêmement dur. Mais ça s'apprend avec le temps. Mais le fait de se faire introduire par les personnes, c'est là vraiment, j'ai trouvé la meilleure méthode. C'est vrai que c'est une bonne idée parce que, en plus, on va avoir ce réflexe chinois de donner la face. Donc, de présenter la personne sous son beau jour. Et donc, forcément, à ce moment-là, tu n'auras pas forcément besoin de dire tout ton passif, etc. pour prouver ta valeur, puisque la personne va le faire finalement pour toi. Donc, c'est vrai que c'est un bon... C'est pour moi le meilleur moyen pour se faire introduire et gagner en confiance auprès des interlocuteurs. Il y a peut-être d'autres moyens, mais en tout cas, celui-là, je l'ai essayé et ça marche plutôt pas mal. Mais par contre, on ne peut pas l'utiliser tout le temps parce qu'on est parfois seul avec le client ou parfois face à plusieurs clients. Et comme les Chinois sont pragmatiques, ils vont vous poser des questions très précises sur certains aspects de votre métier. Donc, soyez vraiment bien... répondez à toutes les questions qu'ils vont poser parce qu'ils vont vous poser un certain nombre de questions, même après avoir acheté le produit, par exemple, ou le service, pour être sûr qu'ils ont bien compris et bien appréhendé. Donc gardez aussi votre patience, ça fait partie des armes stratégiques à bien connaître pour développer le marché chinois.
Génial. Écoute, je te remercie Jean-Charles. Pour finir, je sais qu'aujourd'hui tu travailles donc avec la Chine, mais aussi avec d'autres pays d'Asie. Est-ce que tous les conseils que tu as donnés aujourd'hui, tu dirais qu'ils s'appliquent aussi à d'autres pays en Asie? Globalement, oui. Globalement, oui, il y a des choses qui sont très similaires quand même. Hmm. Cette culture de l'humilité, de la valeur travail qu'on retrouve au Japon, au Corée du Sud, à Taïwan, bien évidemment, il y a des choses qui sont très similaires. Dans les pays d'Asie du Sud-Est, pas toujours, Hmm. pas toujours. Mais globalement, cette notion d'humilité, en tout cas, elle est quasiment similaire à tous les pays et oui, ça pourra toujours servir pour ceux qui vont aller graviter autour de la Chine. Il n'y a pas que la Chine, mais c'est quand même un gros morceau, je pense. Ouais. Écoute, merci beaucoup. Merci d'avoir Avec accepté plaisir, d'être la première personne interviewée sur mon podcast. avec plaisir. Et voilà, ces épisodes de témoignages cross-culturels avec Jean-Charles Letellier prennent fin aujourd'hui. J'espère qu'ils vous ont plu. Je tiens à remercier Jean-Charles et je vous invite à vous procurer son livre Chine et Business, les secrets de réussite. Il est disponible sur Amazon. Pour me soutenir, vous le savez, vous pouvez mettre 5 étoiles sur votre plateforme de podcast préférée. Et vous ne le saviez peut-être pas, mais cette interview est disponible au format vidéo sur YouTube. Donc n'hésitez pas à aller jeter un œil. Je vous remercie d'avance et je vous dis à très vite sur Cross Culturel.